Voilà, donc moi je vais gentiment commencer comme prévu. Le but n'est pas de vous retenir trop tard, mais de pouvoir de 19h à 19h45 vous faire une présentation sur la thématique de la gestion des salaires et des assurances sociales. On s'accordera une petite respiration, une petite pause de 5 minutes et ensuite 15 minutes pour des questions en lien avec le cours, idéalement. Et puis, les questions peuvent être aussi posées, hein, j'imagine, dans le cadre du cursus que vous suivez. Alors, on a construit en fait cette formation autour des exigences de la certification de gestionnaire en ressources humaines. Et moi, donc, je me suis appuyée, si vous voulez, sur 4 sous-chapitres du chapitre 4. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Et ces sous-chapitres sont salaire et rémunération, assurance sociale, décompte de salaire, autres décomptes. Voilà. Alors, moi, j'aimerais bien aujourd'hui, donc le 16 novembre, vous parler en fait des points 1 et 2, salaire et rémunération, assurance sociale, et faire une transition douce. On verra à quel rythme on avance. On prendra le temps. Je pense que, et puis, on transitionnera jusqu'au décompte de salaire et autres décomptes. Plus le cours en fait va se dérouler, plus il y aura d'exemples parce qu'il va falloir voilà, se rendre, je dirais, compétent dans la calculation des salaires, des assurances sociales, des plafonds, des décomptes. Donc encore bienvenue si d'autres rejoignent le webinaire. On va attaquer tout de suite dans le vif et puis parler des salaires. Je ne me rends pas compte en fait du niveau de compétence ou de ce que vous connaissez aussi via votre activité professionnelle. Donc peut-être que des notions vous seront très familières pour certains, pour d'autres, ce sera la première fois que vous les découvrez. On va essayer d'être large, d'être précis aussi. Et puis, comme je vous le disais, on transitionne ensuite de plus en plus vers des exemples. La rémunération. Donc, la rémunération qu'on dit directe, elle contient différentes catégories, en fait. On a tout d'abord ce qu'on peut appeler le salaire payé au temps. C'est ce qu'il y a de plus courant, un salaire mensuel, un salaire journalier, un salaire horaire. On peut aussi payer même à la semaine. On a également un salaire aux pièces et à la tâche qui est possible. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le salaire mensuel ne tient pas compte de la qualité et de la quantité de travail fourni. Bien entendu, on apporte de la qualité dans son travail, dans l'exécution de son travail, mais la comptabilisation en fait de ce salaire ne s'appuie pas sur la qualité ou la quantité de travail. Par contre, le salaire horaire, lui, est payé selon un nombre d'heures comptabilisées et effectivement travaillées. Le salaire aux pièces et à la tâche, c'est désuet, mais ça fait toujours partie des questions et des contenus en fait du Code des obligations. Donc ce salaire, il est calculé en fonction du volume du travail fourni. Il s'agit en fait bêtement d'un salaire au rendement. Les gratifications, on pourrait les appeler bonus. On verra que le Code des obligations n'a pas intégré ce vocable de bonus. Dans la rémunération directe, on a des participations aux résultats. Ce qu'on dira à ce sujet, c'est que ça concerne essentiellement les cadres. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study. Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux. Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Les provisions, ça c'est un terme aussi, je me demandais toujours ce que c'était. Le Code des obligations mentionne des provisions. En fait, il faut entendre qu'il s'agit de commissions de vente, hein, des rémunérations en fait qui sont liées finalement en pourcentage de certaines affaires procurées ou conclues par le travailleur. Les salaires payés au temps. Alors, que prévoit la loi justement lorsqu'il y a paiement de salaire? Alors, la loi, elle prévoit, sauf accord ou clause contraire prévue par un contrat type de travail ou une convention collective,
En fait, la loi prévoit que le salaire est payé à la fin de chaque mois pendant les heures de travail en monnaie ayant cours légal. Et puis, il est aussi prévu par le Code des obligations qu'un décompte, on entend par là une fiche de salaire, on entend que donc un décompte est remis aux travailleurs. Alors, une fiche de salaire, le Code des obligations ou la loi ne va pas particulièrement être très précis quant au contenu d'une fiche de salaire. Elle doit, en tous les cas, fournir des informations sur la période concernée et la composition du salaire. Donc, il faut, comme je l'ai indiqué là, que les éléments de la fiche de paye soient quand même relativement fournis. On a la période concernée, on a quand même le donneur d'ordre, c'est-à-dire les données de l'employeur, qui paye qui, l'employé concerné, ses coordonnées bancaires. On aura idéalement, là je dis la loi ne le précise pas, mais c'est pour distinguer effectivement individuellement un collaborateur, il y aura son numéro AVS. Et puis ensuite, il y a tous les éléments de salaire, le salaire brut, des rémunérations indirectes additionnelles telles que les allocations familiales, et puis ensuite toutes les retenues, assurance sociale, prévoyance. Il y a de l'impôt à la source pour certaines personnes, donc les détenteurs de permis B, G, donc les frontaliers, ou L également. Et puis ensuite, tout en bas de la fiche de salaire, eh bien, on peut faire des déductions si la personne donc doit rembourser une avance auprès de son employeur, on lui déduit ce qu'elle doit à son employeur. Il peut y avoir des retenues comme celle de l'Office des poursuites. Et puis ensuite, toujours en bas de la fiche de salaire, on peut rembourser des frais à un employé, qu'il s'agisse de frais sur la base d'une note de frais, donc des frais effectifs, mais également des frais forfaitaires. Donc on peut tout à fait allouer, je ne sais pas, 400 francs à un voyageur de commerce parce qu'il peut prouver effectivement que chaque mois, les frais qui sont engendrés par ses voyages, par ses déplacements, par toutes ces actions en fait au service de son employeur coûtent 400 francs. Voilà. Il y a ensuite, on arrive vers, comme je vous dis, on arrivera vers des calculs progressivement. Mettons en application un calcul d'une fraction de salaire mensuel. Alors effectivement, dans divers cas, l'employeur ne doit pas la totalité du salaire mensuel lorsqu'il y a, par exemple, engagement ou licenciement en cours de mois. Donc, la rétribution pour les jours de travail effectivement accomplis. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Sera calculé, on va se mettre d'accord là-dessus, sur la méthode qui est préconisée par le SECO, c'est-à-dire en considérant un nombre moyen de jours travaillés de 21,75. Et là, j'ai fait une erreur dans mon calcul et j'en suis désolée, je corrigerai 21,75. Alors, on regarde, on est au mois de novembre. On a une entrée en fonction le 8 novembre, donc que dois-je à l'employé s'il a travaillé du 8 au 30 novembre? Eh bien, je prends son salaire de 6 000 francs, en l'occurrence, il y a 6 000 francs, et je compte le nombre de jours ouvrables, de jours de semaine, du lundi au vendredi. S'il y a un jour férié parmi ces jours que j'ai comptabilisés avec le petit vu vert, vous les comptez également. Donc, du 8 au 30, on a 17 jours ouvrables. Donc, le salaire qui doit être payé pour cette période à l'employé, donc c'est 6 000 francs divisé par 21,75 fois 17 jours ouvrables. Donc, méthode des 21,75. Ce que je souhaite aussi peut-être placer à ce niveau-là, justement, de ce que je vous dis, c'est que 21,75, c'est, on se l'accorde, le nombre de jours moyens mensuels de travail. Lorsqu'il s'agit de déterminer le nombre de semaines moyen par année, notez-le, 52 semaines. Et lorsque dans vos calculs, on va devoir utiliser le nombre moyen de semaines par mois, un mois, c'est 4,33 semaines. Ça, c'est des informations que j'ai eues aussi dans la documentation liée à votre formation. On se met d'accord là-dessus. 21,75 jours, 52 semaines, 4,33 semaines par mois. Voilà. Ensuite, on va prendre un départ en cours de mois. Donc, c'est une personne qui part le 10 novembre et elle aura droit à un 13e salaire.
Alors, on a combien de jours ouvrables? On a 8 jours ouvrables. Donc, je prends mes 6 000 francs, je les divise par 21,75 fois 8 jours ouvrables. Et puis, donc, ça me donne 2206 francs 89. On arrondit toujours, je dirais, aux 5 centimes le plus proche. Donc, 2206 francs 90. Donc là, on a le salaire, je dirais, fractionné pour la période de novembre. Et puis ensuite, on va rajouter un 13e salaire. Donc le 13e salaire, comment je vais le calculer? Alors, on sait que pendant 10 mois, la personne va gagner 6 000 francs. À ces 6 000 francs gagnés sur 10 mois, donc j'ai 60 000 francs, on va rajouter le 13e salaire et on aura, pour le calcul du 13e, déjà le salaire cumulé au 10 novembre. Et puis ensuite, on divise par 12. Donc, c'est tout simple de calculer. Effectivement, une rémunération, là, c'est très simple. Finalement, cette personne, elle a gagné 6 000 francs pendant toute l'année. Mais il est tout à fait possible qu'il y ait eu une augmentation, ou voire 2 ou plusieurs en cours d'année. Pas de panique lorsqu'on doit calculer le 13e salaire. On va simplement regarder en cumulé ce qu'il a gagné tout au long de sa période de l'année civile. Et puis, on divisera par 12. Alors, diviser un salaire par 12, ça équivaut, vous verrez ce taux dans les exercices, mais ça équivaut à payer donc un 12e du salaire, c'est logique, ou à appliquer un taux de 8,33%. Donc voilà, vous pouvez calculer un 13e salaire soit en divisant le cumul de la rémunération par 12 ou alors en prenant le cumul de la rémunération puis vous appliquez un taux de 8,33%. Voilà. Il est important aussi de savoir jongler entre le salaire mensuel et le salaire horaire. Vous devrez aussi apprendre… J'avais une petite question, si ça vous dérange pas. Oui. Il n'y a pas de notion de jour ouvré, jour ouvrable? Enfin, je veux dire, il n'y a que des jours ouvrables? Non, on est dans les jours ouvrables. Enfin, jour ouvrable, il y a toujours des histoires vocabulaires, c'est important de le préciser. Un jour ouvrable comporte le samedi, mais dans le vocabulaire, on va dire, du salaire, quand on parle des jours ouvrables, en général, on parle du lundi au vendredi. Effectivement, si on serait plus précis, comme vous dites, à parler de jours ouvrés. On peut garder cette notion, elle est beaucoup plus précise. L'important, c'est de dire il y a 5 jours par semaine. Ça marche. Oui, puis c'est vrai que c'est des fois des notions qui peuvent prêter à confusion. On parle toujours, lorsqu'on a dans le jargon salarial, oui, c'est 5 jours ouvrables, mais on devrait plutôt parler de jours ouvrés parce que le samedi, quand on regarde les horaires des commerces, c'est marqué jour ouvrable. Mais voilà, ça c'était une bonne remarque en effet. Donc voilà, donc on va partir effectivement d'un salaire mensuel et puis le convertir en salaire horaire. Alors comment on fait? J'ai pris un exemple. On a un travailleur qui gagne 4 400 francs par mois et puis il bénéficie d'un 13e mois de salaire et il a droit à 5 semaines de vacances. Et puis ses heures de travail hebdomadaires, ce sont de 42,5. Alors, on a, je dirais, 2 méthodes. On peut utiliser